C'est un grand honneur de vous accompagner ce soir dans cette odyssée à travers le temps. Nous allons naviguer ensemble sur les eaux calmes de l'histoire, à la rencontre d'un empire qui, pendant des siècles, a façonné le visage de l'Europe. Fermez les yeux, installez-vous confortablement et laissez votre esprit se délasser, alors que nous dérivons vers l'aube de ce récit. Le sujet de notre voyage nocturne est l'une des plus grandes dynasties que le monde ait jamais connues, la maison de Habsbourg. Imaginez un instant une lignée de souverains dont les décisions et les mariages ont tissé un filet qui s'étendait de l'Espagne aux Pays-Bas, de l'Autriche à l'Italie et bien au-delà. Les Habsbourg n'ont pas conquis la plupart de leur territoire par le fer et le sang, mais par la subtilité de leur politique matrimoniale. Une célèbre maxime résumait leur pouvoir. Bella gérant Ali, tu Felix Austria nub, ce qui se traduit par « que les autres fassent la guerre, toi, heureuse Autriche, marie-toi ». Ce n'est pas un empire bâti sur des champs de bataille, mais sur des alliances, des serments et des contrats de mariage. C'est une histoire de palais fastueux, de secrets de cour, de bouleversements religieux et de figures complexes qui ont régné sur des peuples aux langues et aux cultures multiples. Ce soir, nous allons remonter le cours du temps jusqu'aux origines humbles de cette famille. Nous ne commencerons pas avec de grands empereurs, mais avec des comtes dans une Suisse encore sauvage, loin des projecteurs de l'histoire. Nous allons doucement, sans précipitation, suivre leur ascension, leur capacité à accumuler titres et terres, d'abord modestement, puis avec une ambition grandissante. Vous découvrirez comment le modeste château de Habsbourg, perché sur une colline, a donné son nom à une dynastie qui a fini par régner sur le Saint-Empire romain germanique. Notre voyage nous mènera à travers les splendeurs de Vienne, la capitale impériale. Imaginez les ruelles pavées sous le clair de lune, le scintillement des lustres dans les salles de bal du palais de Schönbrunn, les jardins majestueux où se promenaient empereurs et impératrices. Vous entendrez les récits des guerres de religion qui ont secoué le continent, des défis posés par la réforme protestante et des tentatives de l'Empire pour maintenir l'unité de la foi catholique. Nous allons également explorer les figures fascinantes qui ont habité cet empire. Nous parlerons de Charles Quint, l'homme qui a régné sur un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, un souverain si puissant qu'il a finalement choisi d'abdiquer pour se retirer dans un monastère. Nous découvrirons les tragédies et les triomphes des Habsbourg d'Espagne et la fin inévitable de cette branche de la famille. Puis nous retournerons vers la branche autrichienne. Nous évoquerons la grande Marie-Thérèse, une femme qui a dû se battre pour son héritage et qui a régné avec une autorité et une sagesse qui ont laissé une marque indélébile. Vous ferez la connaissance du malheureux Maximilien du Mexique, de l'impératrice Sissi et de l'archiduc François-Ferdinand, dont l'assassinat à Sarajevo en 1914 a mis le feu à la poudrière de l'Europe. C'est l'histoire d'un long déclin, celui d'un empire qui n'était plus en phase avec le monde moderne des nations. Notre dernier chapitre sera consacré à l'héritage de cette dynastie. Vous verrez comment les Habsbourg, malgré leur disparition en tant que pouvoir politique, continuent d'influencer l'Europe d'aujourd'hui. Leurs palais sont devenus des musées, leurs symboles sont encore visibles, et leur histoire imprègne la culture de nombreux pays. C'est un héritage fait de musique, de monuments et de l'idée d'une Europe unie, un rêve qu'ils ont poursuivi pendant des siècles, parfois par la force, mais plus souvent par l'ingéniosité. Ce soir, vous n'avez rien à faire, si ce n'est d'écouter. Laissez-vous porter par les mots, comme on se laisse porter par un courant doux. Les noms, les dates, les événements ne sont pas aussi importants que l'atmosphère que nous allons créer ensemble. C'est une histoire qui vous accompagnera dans le sommeil, une toile de fond apaisante pour votre peau. Fermez les yeux et commencez à rêver de châteaux, de couronnes et d'un monde qui a pour un temps appartenu à la maison de Habsbourg. Notre voyage commence maintenant. Laissez les images se former doucement dans votre esprit, une par une. Notre voyage à travers le temps nous mène maintenant aux origines les plus lointaines de la maison de Habsbourg. Pour cela, il nous faut remonter bien loin de la splendeur des palais viennois et nous diriger vers un lieu bien plus modeste et sauvage, la Suisse d'aujourd'hui, au bord de l'Aar. Nous sommes au Xe siècle,
à une époque où l'Europe est un patchwork de petits comtés et de duchés, loin de l'idée d'empire centralisé. C'est ici, dans ce paysage de collines verdoyantes, de forêts denses et de rivières sinueuses, que les ancêtres de la dynastie font leur première apparition. Leurs débuts sont si humbles que l'on peine à y voir les prémices d'un empire. La famille, alors connue sous le nom de Maison d'Altenbourg, est composée de simples comtes, des seigneurs locaux sans grande prétention. Ils ne possèdent que quelques terres, quelques serfs et un modeste château. Ce château, c'est le cœur de notre histoire. Construit autour de 1020 par un certain Radbot de Habsbourg, il est l'incarnation même de leur pouvoir naissant. Il se dresse sur une colline escarpée, et son nom Habsburg est en fait une déformation de Habichtsburg, le château des faucons. Ce nom, à lui seul, évoque une image de nature brute, de liberté et de surveillance. Les faucons, symboles de la famille, planent au-dessus de leur terre naissante, guettant les opportunités. Pendant les 2 siècles qui suivent, l'ascension de la famille est lente et méthodique. Les Habsbourg ne sont pas des conquérants impatients, ils sont des administrateurs astucieux, des politiciens prudents. Ils acquièrent leurs terres, non pas par de vastes campagnes militaires, mais par des alliances stratégiques, des héritages judicieux et surtout des mariages bien arrangés. C'est une stratégie silencieuse, presque invisible. Ils amassent des comtés, des bailliages, des droits et des privilèges, transformant progressivement leur fief en une puissance régionale. Le tournant décisif se produit au XIIIe siècle, alors que le Saint-Empire romain germanique, dont les Habsbourg sont vassaux, est en pleine période de chaos. Après la mort de l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen, le trône impérial reste vacant pendant près de 20 ans. C'est le grand interrègne, une période de troubles et de vide de pouvoir qui fragilise les grands seigneurs et offre une opportunité à ceux qui sont assez ambitieux et habiles pour la saisir. C'est là que se révèle Rodolphe Hier, une figure charismatique et pragmatique. Rodolphe n'est qu'un comte du sud de l'Allemagne, mais il a une réputation d'honnêteté et de sens politique. En 1263, les princes électeurs, fatigués de l'instabilité, cherchent un candidat qui ne soit pas une menace pour leur propre pouvoir. Ils choisissent Rodolphe Hier, croyant qu'il sera un souverain faible et facile à manipuler. Ils se trompent lourdement. Une fois couronné, Rodolphe Hier se révèle être un leader fort et visionnaire. Sa plus grande action est de confisquer les vastes terres de l'Autriche et de la Styrie qui avaient été prises par le roi Ottokar II de Bohême. Rodolphe défait Ottokar en 1268 à la bataille de Marchfeld, et ces terres autrichiennes deviennent le cœur du pouvoir habsbourgeois. C'est un moment fondateur pour la dynastie. L'Autriche, avec sa capitale Vienne, remplace la Suisse comme centre de leur empire naissant. Le petit château des Faucons devient une relique symbolique, tandis que Vienne se prépare à devenir le centre d'un empire qui régnera pendant près de 6 siècles. Le rêve impérial de Rodolphe ne s'arrête pas là. Son ambition est de léguer le titre impérial à ses descendants, faisant de la couronne une possession héréditaire. Il échoue cependant à faire élire son fils. Il faudra encore de longues décennies et de multiples alliances pour que les Habsbourg cimentent leur pouvoir au sein du Saint-Empire. Mais le premier pas a été fait. La famille a quitté l'ombre pour la lumière, les forêts suisses pour les plaines du Danube. Alors que nous nous reposons un instant, loin des champs de bataille et des intrigues de cour, imaginez cette lente et patiente construction. Pas de bruit de bottes, juste le murmure de l'ambition, le froissement des parchemins de mariage et la clarté du plan d'un homme qui, d'un coup de génie, a su voir le vide de pouvoir et le remplir pour le bénéfice de sa famille. L'histoire des Habsbourg n'est pas faite de bruit et de fureur, mais de calme et de stratégie. Une histoire idéale pour vous guider vers le repos. Maintenant que la famille de Habsbourg a posé ses fondations en Autriche, il est temps d'observer comment elle a fait de ce nouveau territoire le tremplin vers le pouvoir suprême. Notre voyage nous mène à travers les siècles suivants, à l'époque où les Habsbourg cimentent leur emprise sur le Saint-Empire romain germanique. Rappelons que le Saint-Empire n'était pas un pays au sens moderne, mais une collection de centaines de royaumes, duchés, comtés et villes-États,
unis de manière lâche sous l'autorité théorique d'un empereur élu. C'est un terrain de jeu complexe, et les Habsbourg vont y exceller. Le titre d'empereur n'est pas héréditaire, comme le serait celui d'un roi de France. Il est attribué par un collège de princes électeurs. L'astuce des Habsbourg, après la mort de Rodolphe hier, est d'alterner le pouvoir avec d'autres familles, de faire preuve de patience, d'attendre le bon moment pour se manifester. Ils renforcent leur pouvoir en Autriche en acquérant de nouvelles terres, notamment la Carinthie, la Carniole et le Tyrol, ce qui fait de l'Autriche une entité territoriale de plus en plus puissante. Ils se marient avec des familles influentes, créant un réseau d'alliances qui les rend de plus en plus incontournables. C'est sous le règne de Frédéric Turf que les Habsbourg font un pas décisif. En 1440, il est élu roi des Romains, un titre qui fait de lui le successeur désigné au trône impérial. 23 ans plus tard, il est couronné empereur. Il est le dernier empereur à être couronné à Rome par le pape, un symbole de son statut. Frédéric III est un homme patient, connu pour sa devise AEUU, dont la signification reste un mystère. On pense que cela signifie Austria est imperar orbi universo, ou à l'Autriche appartient la domination de l'univers. Quoi qu'il en soit, sous son règne de plus d'un demi-siècle, les Habsbourg ne perdent jamais le contrôle du titre impérial. Mais la plus grande réussite de Frédéric III est le mariage de son fils. C'est ici que l'histoire prend un tournant fabuleux. Son fils, Maximilien Ier, est un personnage haut en couleur, un chevalier, un poète et un stratège. Il est marié à Marie de Bourgogne, l'héritière d'un vaste et très riche territoire, les Pays-Bas bourguignons. Ce mariage apporte aux Habsbourg des régions qui correspondent à la Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg actuel. C'est un coup de maître. L'argent et l'influence des Flandres, avec ses villes marchandes florissantes comme Bruges et Gand, affluent désormais dans les coffres de la dynastie. Le fils de Maximilien et Marie, Philippe, est à son tour marié à l'héritière des couronnes de Castille et d'Aragon, Jeanne la Folle. Ces mariages ont pour effet de transformer un empire régional en une puissance mondiale. L'alliance avec l'Espagne est d'une importance capitale. Elle unit des mondes. D'un côté, les royaumes espagnols, qui sont en pleine expansion dans le Nouveau Monde, avec leurs mines d'or et d'argent et leurs vastes possessions. De l'autre, les terres autrichiennes, riches et influentes au cœur de l'Europe. C'est une stratégie matrimoniale d'une efficacité incroyable. Le résultat de tout cela est une dynastie unifiée, mais aussi une lignée qui se rapproche de plus en plus du pouvoir absolu. Les Habsbourg deviennent des figures dominantes en Europe. D'autres dynasties, comme les Valois en France, commencent à s'inquiéter. Elles voient ce gigantesque empire se former, encerclant la France de toutes parts, et le rivalisent à tout prix. Le Saint-Empire, sous l'influence des Habsbourg, connaît une période de stabilité relative, mais aussi de changements profonds. L'art et la culture fleurissent, le commerce se développe et la dynastie s'installe solidement au sommet. Mais au-delà de ces grands événements, il est fascinant de s'imaginer la vie à la cour de Maximilien. Les joutes, les tournois de chevaliers, les fêtes somptueuses, les poèmes composés par l'empereur lui-même. C'est un monde d'honneur et de symboles qui est en train de s'achever, mais qui laisse la place à un empire colossal. Fermez les yeux et laissez votre esprit vagabonder. Imaginez les navires espagnols chargés d'or accostant dans les ports, les marchands flamands vendant leurs étoffes précieuses à Vienne et les diplomates qui négocient les mariages royaux. C'est l'image d'un pouvoir qui se construit non pas par la force, mais par la finesse. Une puissance qui se déploie lentement, méthodiquement, un siècle après l'autre, pour atteindre son apogée. Alors que la maison de Habsbourg s'est solidement établie au cœur de l'Europe, elle est sur le point d'atteindre son apogée. Nous arrivons au XVIe siècle, un moment de bouleversement et de splendeur. Les mariages judicieux ont porté leurs fruits, et le petit comte suisse a donné naissance à une puissance qui s'étend sur 2 continents. Le monde est sur le point de voir l'un des plus grands monarques de l'histoire. Nous allons maintenant nous plonger dans l'histoire de Charles Quint. Né en 1500 à Gand, en Flandre, Charles est l'héritier d'une accumulation de titres sans précédent. Par sa mère, Jeanne la Folle, il hérite des vastes couronnes d'Espagne avec ses colonies en Amérique
et ses possessions en Italie. Par son père, Philippe le Beau, il reçoit les Pays-Bas et les terres ancestrales des Habsbourg en Autriche. Enfin, en 1519, il est élu empereur du Saint-Empire romain germanique. L'étendue de ses domaines est vertigineuse. Le soleil, dit-on, ne se couche jamais sur ces terres, car alors qu'il se couche sur l'Espagne, il se lève sur le Mexique. Il est le souverain du plus grand empire d'Europe depuis Charlemagne. Son règne est un véritable défi. Charles Quint règne sur une mosaïque de peuples, de langues et de cultures. Il doit faire face à de multiples menaces. À l'est, l'Empire ottoman, sous la conduite de Soliman le Magnifique, menace d'envahir ces terres autrichiennes. Au sud, les corsaires barbaresques de la Méditerranée pillent les côtes espagnoles. À l'ouest, le roi de France, François Ier, se sent encerclé et est déterminé à défier la puissance habsbourgeoise, ce qui mène à de longues et coûteuses guerres. Mais la plus grande épreuve de son règne est d'ordre religieux. C'est l'époque de la Réforme protestante. En 1517, un moine allemand du nom de Martin Luther publie ses 95 thèses, dénonçant les abus de l'Église catholique. Le message de Luther se propage comme une traînée de poudre et bientôt, une grande partie du nord de l'Allemagne et des Pays-Bas se convertit au protestantisme. En tant qu'empereur catholique, Charles se sent investi d'une mission sacrée, maintenir l'unité de la foi. Il convoque Luther à la Diète de Worms en 1521 pour le sommet de se rétracter, mais ce dernier refuse. C'est le début d'un long et douloureux conflit qui déchire l'unité de l'Empire. Charles Quint est un homme de conviction, mais aussi un homme pratique. Il passe son règne à voyager sans cesse pour tenter de gérer son empire colossal, mais la tâche est immense et l'unité religieuse semble impossible à préserver. C'est la fin de l'idée d'un empire chrétien unifié sous l'autorité d'un seul monarque. Le rêve médiéval est brisé. Fatigué, usé par les guerres, les voyages et l'échec de son rêve d'unité religieuse, Charles Quint prend une décision incroyable pour son époque. En 1556, il abdique. Il se retire dans le monastère de Yuste en Espagne, loin du tumulte du pouvoir. Il divise son immense empire entre son fils, Philippe II, qui hérite de l'Espagne, des Pays-Bas et des colonies, et son frère Ferdinand Ier, qui reçoit les terres autrichiennes et le titre impérial. Cette abdication est un moment symbolique. Elle marque la fin d'une ère et la division de la maison de Habsbourg en deux branches distinctes, les Habsbourg d'Espagne et les Habsbourg d'Autriche. Bien que les deux branches continuent à se considérer comme une seule famille, elles poursuivent des trajectoires différentes. L'Espagne se concentre sur son empire colonial et son rôle de défenseur du catholicisme en Europe, tandis que la branche autrichienne se concentre sur les affaires du Saint-Empire et sur la défense de l'Europe contre l'Empire ottoman. Alors que nous dérivons doucement loin de cette époque de grands rois et de grandes batailles, imaginez Charles Quint dans son monastère, un homme qui a régné sur un empire si vaste qu'il était le maître du monde connu et qui a choisi de se retirer pour finir ses jours dans la paix. C'est une histoire de pouvoir et de renoncement, une histoire idéale pour vous guider vers le repos. Notre voyage se poursuit à travers les âges et nous arrivons à un point de rupture. Après la division de l'empire de Charles Quint, la branche autrichienne des Habsbourg se concentre sur les affaires du Saint-Empire et sur la défense de l'Europe centrale. C'est un rôle de protecteur, un rempart contre les forces de l'Est, et la branche espagnole continue de régner sur un empire colonial colossal. L'heure est maintenant à la plus grande et la plus sanglante des guerres de religion, la guerre de 30 ans. Pour comprendre ce conflit, il faut d'abord se rappeler que la paix religieuse établie par la paix d'Augsbourg de 1555 était fragile. Le principe cuius regio, eius religio, à chaque prince sa religion, avait permis de calmer les tensions entre catholiques et protestants, mais il ne résolvait pas le problème du calvinisme, une autre branche du protestantisme qui n'était pas reconnue. Les tensions couvant sous la surface, prêtes à exploser. L'étincelle se produit en 1718 à Prague, la capitale de la Bohême, un royaume sous l'autorité des Habsbourg. Les protestants tchèques, mécontents de la politique religieuse de l'empereur Ferdinand II, un catholique intransigeant, se révoltent.
Il jette par la fenêtre 2 émissaires impériaux, un événement connu sous le nom de défenestration de Prague. Ce n'est pas la première défenestration de l'histoire tchèque, mais celle-ci déclenche une guerre qui embrase toute l'Europe. Au début, le conflit est purement religieux et interne au Saint-Empire. Les princes catholiques s'allient avec l'empereur contre les princes protestants. Mais la guerre attire bientôt les grandes puissances européennes qui y voient l'occasion de régler leurs comptes. La Suède, dirigée par son roi guerrier Gustave Adolphe, intervient pour soutenir les protestants. La France, bien que catholique, s'allie aussi aux protestants dans le but d'affaiblir son grand rival, l'Empire des Habsbourg. Les motifs politiques l'emportent sur les motifs religieux. La guerre est d'une brutalité sans nom. Des armées de mercenaires pillent les villes et les campagnes, brûlant les récoltes et tuant les civils. Les batailles sont sanglantes. La famine et les épidémies, notamment la peste, décimant la population. On estime que jusqu'à 1/3 de la population de certaines régions allemandes a péri. Le Saint-Empire est dévasté. Les Habsbourg, malgré de grandes victoires initiales, voient leur autorité s'effriter. Leur rêve d'un empire unifié et catholique s'évanouit dans le chaos. Après 30 années de combats incessants, les belligérants, épuisés, décident de négocier la paix. C'est la paix de Westphalie en 1748. Ce traité est l'un des plus importants de l'histoire moderne. Il marque la fin des guerres de religion en Europe et établit le principe de la souveraineté des États. Les princes de l'Empire gagnent le droit de décider de la religion de leurs sujets, et l'empereur des Habsbourg est forcé d'accepter cette réalité. Son pouvoir est considérablement réduit. Le Saint-Empire romain germanique n'est plus qu'une ombre de lui-même. C'est une confédération de souveraineté indépendante, et la maison de Habsbourg doit abandonner l'idée de domination universelle. Elle se tourne alors vers ses propres terres, l'Autriche, la Bohême et la Hongrie, pour consolider son pouvoir. C'est la naissance d'un nouvel empire, plus centralisé et plus uni. Alors que les souvenirs de cette époque violente s'effacent doucement, imaginez la paix qui s'installe enfin après des décennies de bruit, de fumée et de larmes. Les cloches sonnent de nouveau, les champs sont de nouveau cultivés. Le pouvoir des Habsbourg a été ébranlé, mais il a survécu. C'est la capacité de cette famille à s'adapter, à renoncer à un rêve pour en bâtir un nouveau qui est remarquable. C'est un récit de résilience. Une histoire qui nous rappelle que même après les plus grandes tempêtes, il est toujours possible de reconstruire. Nous arrivons à une nouvelle ère, l'ère du baroque impérial. Après la dévastation de la guerre de 30 ans, la maison de Habsbourg se concentre sur la reconstruction de ses terres et la consolidation de son pouvoir en Autriche, en Bohême et en Hongrie. Le XVIIe et le XVIIIe siècle sont des époques de splendeur, d'art et de réforme. La menace extérieure la plus pressante est alors l'Empire ottoman, qui cherche à étendre son influence en Europe centrale. En 1683, les Turcs assiègent Vienne, mais la ville est sauvée in extremis par une coalition de forces chrétiennes dirigée par le roi polonais Jan III Sobieski. Cette victoire marque un tournant. L'Europe repousse définitivement l'Empire ottoman. Cette victoire renforce la légitimité des Habsbourg en tant que défenseurs de la chrétienté et leur permet d'étendre leur influence en Europe de l'Est. La Hongrie est reconquise et la dynastie des Habsbourg y règne désormais. Mais le XVIIIe siècle est surtout le siècle des Lumières, et c'est une femme qui va incarner le mieux l'esprit de réforme des Habsbourg. Nous parlons de la grande Marie-Thérèse. Fille de l'empereur Charles VI, elle est montée sur le trône en 1740, mais son accession est contestée par de nombreux monarques européens. Ces derniers voient en elle une opportunité d'acquérir des terres autrichiennes. C'est le début de la guerre de succession d'Autriche. Marie-Thérèse, une jeune femme d'à peine 23 ans, fait preuve d'une détermination et d'une force de caractère extraordinaire. Elle se rend en Hongrie et prononce un discours émouvant qui rallie les nobles hongrois à sa cause. Elle défend son héritage avec acharnement et, bien qu'elle perde la Silésie, elle parvient à conserver le reste de son empire. Une fois sa position consolidée, Marie-Thérèse se lance dans un vaste programme de réforme. Elle centralise l'administration de l'État, réorganise l'armée, réforme les impôts et promeut l'éducation.
Elle est à la fois une impératrice autoritaire et une mère de famille dévouée qui donne naissance à 16 enfants. Elle n'est pas une impératrice éclairée au sens strict, car elle reste une fervente catholique et très conservatrice. Mais ses réformes modernisent l'État habsbourgeois et jettent les bases de l'Autriche-Hongrie. Son fils, Joseph II, est le véritable monarque éclairé. Il va plus loin que sa mère, abolissant le servage, accordant la tolérance religieuse et réformant l'Église. Mais ces réformes sont trop radicales et trop rapides. Il rencontre une forte opposition de la part des nobles, de l'Église et de ses sujets, qui ne sont pas prêts pour des changements si profonds. Beaucoup de ces réformes seront annulées après sa mort, mais l'élan est donné. Pendant tout ce siècle, les Habsbourg construisent de magnifiques palais, des théâtres et des églises dans un style opulent et dramatique. C'est l'ère du baroque. Le palais de Schönbrunn à Vienne est le symbole de cette période. Ses jardins majestueux, ses fontaines et ses vastes salles de réception témoignent de la grandeur de la dynastie. Les arts fleurissent. Les grands compositeurs comme Mozart, Haydn et Beethoven travaillent sous la protection des Habsbourg. La musique est partout, des salons de Vienne aux églises des campagnes. Laissez-vous glisser doucement dans cette atmosphère de faste et d'ambition. Imaginez les valses qui résonnent dans les palais, le murmure des conversations de cour. Pensez à l'énergie d'une femme, Marie-Thérèse, qui a tenu tête à un continent et qui a transformé son empire. C'est l'histoire d'une renaissance, une période où l'empire, bien qu'affaibli sur la scène européenne, se renforce de l'intérieur. C'est une histoire de pouvoir, mais aussi de grâce, une histoire qui peut vous guider vers un sommeil paisible. Après l'âge d'or du baroque et des réformes de Marie-Thérèse, notre récit entre dans une période de grands bouleversements. C'est la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, une époque où l'Europe est secouée par la Révolution française et l'ascension fulgurante d'un homme qui va changer la face du continent, Napoléon Bonaparte. Les Habsbourg, symboles de l'ancien régime monarchique, sont directement menacés par ces idées nouvelles et par l'ambition française. La Révolution française de 1789, avec ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, est un choc pour les monarchies européennes. Les monarques des Habsbourg, ainsi que les autres souverains, redoutent que ces idées révolutionnaires ne se propagent à leur propre terre et ne menacent leur pouvoir. Ils s'allient pour tenter de contenir la France révolutionnaire, mais leurs efforts sont vains. Les armées françaises, pleines d'un zèle nouveau, obtiennent des victoires spectaculaires. C'est dans ce contexte que Napoléon Bonaparte prend le pouvoir. Il se couronne lui-même empereur des Français en 1804, ce qui représente un défi direct à l'autorité millénaire du Saint-Empire romain germanique. L'affrontement entre les deux empires est inévitable. Les guerres napoléoniennes font rage à travers l'Europe. Les armées autrichiennes, bien que vaillantes, sont souvent dépassées par la stratégie et la rapidité des forces françaises. L'Autriche subit une série de défaites cuisantes. En 1805, à la bataille d'Austerlitz, surnommée la bataille des trois empereurs, en référence à Napoléon, l'empereur autrichien François II et le tsar de Russie Alexandre Ier, les forces austro-russes sont écrasées. Cette défaite a des conséquences dramatiques pour l'empire des Habsbourg. L'empereur François II est contraint de céder d'importants territoires. Mais le coup de grâce, le moment le plus symbolique, survient en 1806. Après une série de victoires napoléoniennes, ce qui restait du Saint-Empire romain germanique est dissous. Napoléon crée la Confédération du Rhin, un groupe d'États allemands alliés à la France. Le titre d'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui avait été une possession presque continue des Habsbourg depuis 1440, n'existe plus. François II, conscient de cette réalité, avait déjà anticipé le mouvement en se proclamant empereur d'Autriche en 1804, juste avant Napoléon. L'empire des Habsbourg ne s'appelle plus le Saint-Empire romain germanique, mais l'Empire d'Autriche. C'est un moment de transition majeure, un passage de l'ancien régime à une nouvelle ère. Les Habsbourg continuent de lutter contre Napoléon, et l'empereur François II joue un rôle majeur dans la formation des coalitions anti-françaises. Sa fille, Marie-Louise d'Autriche, est même mariée à Napoléon pour tenter de sceller une paix. Mais cette union ne dure pas.
Finalement, avec la défaite de Napoléon en 1115, les Habsbourg reprennent leur place au centre de la politique européenne, grâce à leur ministre visionnaire, le prince Clemens von Metternich. Mais le monde a changé. Les idées de nationalisme et de libéralisme que Napoléon a propagées à travers ses conquêtes sont désormais profondément ancrées. L'idée d'une Autriche comme patrie des Allemands, des Hongrois, des Tchèques, des Italiens et d'autres peuples, sans réelle unité linguistique ou culturelle, est mise à l'épreuve. L'Ancien Régime est tombé, et bien que les Habsbourg restent au pouvoir, leur empire est dorénavant une entité bien différente. Laissez-vous glisser hors de cette période de conflit et de bouleversement. Imaginez les armées qui traversent les plaines de l'Europe, les couronnes qui tombent, les empires qui s'effondrent. Mais au milieu de cette tempête, la dynastie des Habsbourg a survécu en s'adaptant. Ils ont perdu un titre séculaire, mais ils ont gardé leur pouvoir. C'est un récit de résilience, une histoire qui nous rappelle que la survie dépend parfois de la capacité à se réinventer, une leçon idéale pour vous mener à un sommeil profond. Notre voyage nocturne dans l'histoire des Habsbourg nous amène maintenant au XIXe siècle, une période d'intenses changements où les idéaux de nationalisme et de libéralisme défient les vieux empires. L'Empire d'Autriche, avec ses nombreux peuples, allemands, hongrois, tchèques, polonais, italiens et d'autres encore, est particulièrement vulnérable à ces mouvements. C'est un empire en sursis qui doit naviguer entre la nécessité de se réformer et la peur de se désintégrer. Après la défaite de Napoléon, les Habsbourg, sous la direction de leur chancelier, le prince de Metternich, tentent de restaurer l'ordre ancien. Le congrès de Vienne de 1815 est en grande partie l'œuvre de Metternich, qui parvient à redessiner la carte de l'Europe pour maintenir l'équilibre des pouvoirs et contenir les idées révolutionnaires. C'est une période de réaction où la censure est omniprésente et où les souverains s'unissent pour réprimer les insurrections libérales et nationalistes. Mais les aspirations des peuples ne peuvent pas être réprimées indéfiniment. En 1848, une vague de révolution, surnommée le Printemps des peuples, balaie l'Europe. À Vienne, les étudiants et les libéraux demandent la fin de l'absolutisme et une constitution. En Hongrie, les nationalistes, menés par Lajos Kossuth, exigent l'indépendance. En Italie, les nationalistes se révoltent contre la domination autrichienne. L'empereur Ferdinand Hier, affaibli, abdique en faveur de son jeune neveu, François-Joseph Hier. François-Joseph règne pendant près de 68 ans, de 1848 à 1916. C'est un souverain dévoué, sérieux et traditionnaliste. Son long règne incarne à la fois la grandeur et le déclin de l'Empire. Il doit faire face à des guerres et à des crises continuelles. En 1859, l'Autriche est vaincue par la France et le Piémont, perdant ses possessions en Italie. En 1866, elle est battue par la Prusse de Bismarck, perdant ainsi son rôle de leader du monde germanique. Cette défaite est un tournant. L'Autriche est désormais à l'écart de l'unification allemande, qui se fait sous la direction de la Prusse et doit se concentrer sur son propre empire. Pour apaiser les Hongrois et éviter la dislocation de l'empire, François-Joseph accepte un compromis historique en 1867. C'est l'Ausgleich, ou compromis austro-hongrois. L'empire d'Autriche est réorganisé en une double monarchie, l'Autriche-Hongrie. L'empire a 2 capitales, Vienne et Budapest, et 2 parlements distincts. L'empereur François-Joseph est à la fois empereur d'Autriche et roi de Hongrie. C'est une tentative de moderniser l'empire, mais cela ne résout pas les aspirations des autres minorités, comme les Tchèques, les Slovaques et les Slaves du Sud, qui continuent de se sentir marginalisés. Pendant tout ce temps, la cour impériale de Vienne est un centre de culture et de faste. C'est l'époque de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi. Cette figure fascinante et rebelle est la femme de François-Joseph. Elle déteste la rigidité de la cour et voyage sans cesse à travers l'Europe, cherchant la solitude loin de ses obligations. Sa vie est un mélange de tragédie et de légende, et elle fascine toujours autant. Le règne de François-Joseph est aussi marqué par des drames personnels, comme le suicide de son fils, l'archiduc Rodolphe, et l'assassinat de l'impératrice Sissi. L'Empire, malgré une façade de stabilité, est de plus en plus fragile. L'essor des nationalismes dans les Balkans
alimenté par la Russie et la Serbie, met l'Autriche-Hongrie sur la voie d'un conflit inévitable. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, neveu et héritier de François-Joseph, à Sarajevo en 1914, est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Fermez les yeux et imaginez les rues de Vienne à cette époque, animées mais aussi remplies d'une certaine tension. L'Empire, comme un vieux navire, navigue dans des eaux agitées. Les Habsbourg ont résisté aux guerres napoléoniennes, mais ils ne pourront pas survivre aux forces du nationalisme qui déchirent l'Europe. C'est l'histoire d'un empire qui a tenté de s'adapter, mais qui était finalement trop en décalage avec son temps. Une histoire qui nous rappelle que les grandes institutions peuvent aussi avoir leur fin. Nous arrivons à la fin de notre long voyage, un point de non-retour pour l'empire des Habsbourg. Le XIXe siècle s'achève dans une apparente stabilité, mais les fissures sont de plus en plus visibles. L'empire, affaibli par le nationalisme et les défaites militaires, est sur une corde raide. L'année 1914 marque le début de la fin. Le 28 juin, à Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand, neveu de l'empereur François-Joseph et héritier du trône, est assassiné. Cet événement, en apparence isolé, est l'étincelle qui met le feu à la poudrière des alliances complexes de l'Europe. L'Autriche-Hongrie, convaincue que le gouvernement serbe est impliqué dans le complot, envoie un ultimatum. La Serbie, soutenue par la Russie, refuse de s'y soumettre pleinement. Le jeu des alliances se met en marche. L'Allemagne soutient l'Autriche-Hongrie, tandis que la France et la Grande-Bretagne soutiennent la Russie. C'est le début de la Première Guerre mondiale. L'empire des Habsbourg entre dans la guerre avec l'espoir de consolider son pouvoir, de mettre fin aux menaces nationalistes et d'affirmer sa place sur la scène mondiale. Mais les premières années de la guerre sont désastreuses. L'armée austro-hongroise, bien que nombreuse, est mal équipée et peu préparée à un conflit moderne. Ses généraux sont dépassés et elle subit des défaites cuisantes sur le front russe et italien. Le moral des troupes est bas et les différentes nationalités de l'Empire se sentent de moins en moins concernées par un conflit qu'elles ne voient pas comme le leur. Les années de guerre sont d'une brutalité inimaginable. Des millions de soldats meurent dans les tranchées et les fronts s'étirent à l'infini. Le blocus britannique cause une pénurie de nourriture et de ressources qui s'aggrave d'année en année. La population civile souffre de faim et de misère et le mécontentement gronde. L'empereur François-Joseph meurt en 1916 après un règne de 68 ans. Son successeur, le jeune Charles Ier, tente désespérément de faire la paix et de réformer l'Empire. Mais il est trop tard. Les Alliés ont déjà décidé que la guerre ne se terminerait qu'avec le démantèlement de l'Empire austro-hongrois. En 1918, avec la défaite des puissances centrales, l'Empire s'effondre. Les différents peuples de l'Empire proclament leur indépendance les uns après les autres. La Hongrie se sépare de l'Autriche, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie sont formées, la Pologne renaît et d'autres territoires sont cédés à l'Italie et à la Roumanie. La maison de Habsbourg, qui a régné sur l'Europe centrale pendant plus de 6 siècles, n'a plus de trône. L'empereur Charles Ier est contraint de renoncer à la participation à la vie politique et se retire en exil sur l'île de Madère, où il meurt en 1922. C'est la fin d'une ère. L'Empire d'Autriche-Hongrie, cette mosaïque de peuples si chèrement acquise au fil des siècles, disparaît. Il n'est plus qu'un souvenir dans les livres d'histoire. Sa fin est à la fois tragique et inévitable. Les forces qui ont conduit à sa chute étaient en gestation depuis des décennies, et le dénouement brutal de la Première Guerre mondiale n'a fait que précipiter l'inéluctable. Alors que nous dérivons vers l'obscurité paisible de la nuit, imaginez les palais de Vienne maintenant vides, le silence qui succède aux valses et aux fanfares, le murmure des peuples qui retrouvent leur voix. C'est la fin d'une longue histoire, la chute d'un empire qui a cherché à résister à son destin, mais qui, comme toute chose, a finalement dû céder. C'est une fin mélancolique, mais apaisante, qui nous permet de clore ce chapitre et de nous préparer au dernier. Nous voici au terme de notre long voyage, après avoir traversé les siècles de grandeur et de déclin des Habsbourg. Nous avons vu la naissance d'une modeste famille de comtes, son ascension fulgurante, sa domination sur le continent,
sa division en deux branches, sa résistance face aux révolutions et aux guerres et sa chute finale. Mais une question demeure. Quel est l'héritage de cette dynastie qui a façonné le visage de l'Europe centrale pendant plus de 600 ans? Bien que l'empire des Habsbourg ait cessé d'exister en tant qu'entité politique en 1918, son héritage est omniprésent. Les pays qui ont émergé de ses cendres, comme l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, portent encore les marques de leur passé commun. L'architecture est l'un des témoignages les plus frappants. Les villes de Vienne, Prague, Budapest et Graz sont des musées à ciel ouvert, remplis de somptueux palais, de cathédrales gothiques et d'églises baroques. Le palais de Schönbrunn à Vienne, résidence d'été des empereurs, le Rátchani à Prague, l'ancien siège des rois de Bohême, et le palais royal de Budapest sont des monuments majestueux qui rappellent la puissance passée de la dynastie. L'héritage culturel des Habsbourg est tout aussi important. L'Empire a été un creuset de culture, de langue et de talent. De Vienne, la capitale, ont émergé certains des plus grands esprits et artistes de l'histoire. C'est sous les Habsbourg que des génies de la musique classique comme Mozart, Beethoven, Haydn et Strauss ont créé leurs chefs-d'œuvre. La valse viennoise, si emblématique de la culture autrichienne, est née dans les salons de l'Empire. L'art culinaire, la tradition des cafés viennois et même le style de vie de la noblesse sont autant de traces encore visibles de cette époque. Le fameux strudel aux pommes, un dessert simple et réconfortant, est une tradition qui remonte à la cour impériale et qui s'est répandue dans toute l'Europe centrale. Sur le plan politique et social, l'héritage est plus complexe. Si l'Empire a souvent été perçu comme un État autoritaire et conservateur, il a aussi contribué à une certaine stabilité dans une région très volatile. L'Empire était un modèle de multiculturalisme, forcé il est vrai, où des peuples différents vivaient ensemble sous une même autorité. Les Habsbourg ont, à travers les siècles, tenté de moderniser l'État en introduisant des réformes administratives, éducatives et sociales. L'idée d'une Europe unie, multinationale et paisible, une idée souvent associée à l'Europe d'aujourd'hui, a, paradoxalement, une partie de ses racines dans cet empire défunt qui a cherché à concilier des peuples divers sous un même toit. Aujourd'hui, la dynastie des Habsbourg-Lorraine ne règne plus, mais elle a survécu en tant que famille et a continué de jouer un rôle symbolique, notamment en la personne d'Otto de Habsbourg, le fils de l'empereur Charles Ier, qui a été un fervent défenseur de l'unité européenne. Il a œuvré pour la réconciliation des nations et a été une figure respectée sur la scène politique internationale. Notre voyage est terminé. L'histoire des Habsbourg n'est pas seulement celle d'une famille royale, mais l'histoire d'une vision de l'Europe. C'est l'histoire d'un rêve de stabilité, de grandeur et d'unité, qui, bien qu'il ait échoué, a laissé derrière lui un héritage durable. Les châteaux, les musées, la musique et les valeurs de tolérance sont autant de murmures qui nous viennent d'un empire disparu. Alors que nous nous préparons à la fin de notre récit, je vous invite à fermer les yeux une dernière fois et à laisser ces images s'estomper doucement. Laissez votre esprit se libérer de tout souci, de toute tension. Les images des grandes salles de bal, le son des valses, le scintillement des couronnes et le souvenir d'un empire autrefois si puissant s'éloignent, vous laissant dans une paix profonde. Vous êtes libre de vous endormir. Doux rêve.